Toute notre discussion hier avec Gustave, le bouquiniste anarchiste du village, est partie de ces piquets de métal, de vigne, de métal des cornières d'1,60 m dont je me sers chaque année pour tenir les grands dahlias de mon jardin contre le vent. Je vous rappelle qu'en général, nous parlons dans mon jardin pendant que je travaille. Lui, il épluche le midi libre sur une table métallique devant la petite serre. Et je lui dis donc que quand je plante ces piquets, là, ça me fait un peu de peine. J'aurais eu besoin d'aller en chercher d'autres. Mais je ne peux pas, c'est dans la plaine de Béziers, il y a des contrôles, ça me fait de la peine, surtout parce que le vieux type qui m'a vendu ça l'année dernière avait besoin de ce revenu pour compléter sa retraite. Il récupère les piquets tordus auprès des vignerons, il les redresse parfois au fer à souder, il les revend par lot à 1 € pièce, et j'ai sympathisé avec lui, dis-je à Gustave. Il m'a décompté le tout, sa petite retraite, le complément de revenu que ça lui fait. Il a un fils handicapé, sa femme est malade, il arrivait tout juste à vivre. Maintenant, avec le confinement qui lui interdit de gagner de l'argent comme ça, je ne sais pas comment il va s'en tirer, lui dis-je. C'est dommage, me dit Gustave, que tu n'aies pas raconté ça à notre ami abonné au Monde. Il t'aurait dit, mais non, il est peut-être indemnisé. S'il prouve qu'il a perdu la moitié de son chiffre d'affaires, c'est facile. Le mec, me dit Gustave, est incapable de se figurer qu'il existe un 5e des actifs en France, je dis ça au pif, qui ne peut pas demander d'indemnité pour compenser ce qu'il perd en ce moment, parce que quand il le gagnait au black de toute façon, en tout ou en partie. En tout cas, son équilibre financier dépendait largement du non déclaré. C'est comme moi, dit-il, tu penses bien que si j'arrivais moi aussi jusqu'ici à vivre à peu près en vendant sur les marchés des DVD et des livres rares, c'est parce que ma compta, disons, est un peu simplifiée. Et là, il me dit, c'est l'un des effets sociaux principaux de cette crise qui arrive là, et dont, bien entendu, personne ne parle, parce que si tu en parles, tu fais peur aux gens. Il existe dans le système capitaliste mondialiste libéral européen, comme dans le système américain d'ailleurs, puisque c'est le même, une foule de gens qui se débrouillent tout juste à condition de tricher avec les règles, et qui sans ça seraient sur la paille. Et ils passent sous les radars depuis des années, depuis le début de la période que moi j'appelle dégueulasse, les années 90, celle de la mondialisation aveugle, me dit-il, celle qui a commencé à tuer les restaurants pour installer des McDo, et puis tous ces machins à la vapeur venus d'Asie qui n'ont pour but que de blanchir du pognon. En gros, les pauvres gens, depuis 1995 environ, gagnent un argent qu'ils ne déclarent pas, et qui souvent n'est même pas un revenu de complément, c'est le principal. Et ça inclut des tas de catégories comme les garçons de café, les travailleurs à la journée qu'on ramasse devant les briques au dépôt, par exemple, à 6h30 du matin. Or, que font tous ceux du gouvernement là? Ils cherchent à ignorer ça, ils ne peuvent pas en tenir compte. C'est plus fort que tenir compte de l'existence des gens éjectés par le système économique. Ça les dépasse parce que ça contreviendrait à tous leurs principes. Alors je lui demande quel principe? Le principe notamment selon lequel, me dit-il, il y a de la place pour tout le monde dans le système libéral, alors que ce n'est pas vrai. Du coup, quand en ce moment, ils leur disent, vous allez être indemnisés contre les conséquences de l'arrêt général de l'activité, arrêt entre parenthèses que nous avons décrété nous, ils ne rajoutent pas, sauf ceux qui n'ont pas joué le jeu des cotisations, parce que eux, c'est tant pis pour eux. Et puis ça concerne pas non plus les pauvres bougres qu'on a décidé à se mettre auto-entrepreneurs là récemment, uniquement pour faire baisser les chiffres du chômage, il y a 6 mois environ. Tu sais ceux qui font la queue en ce moment devant la banque postale, laquelle ouvre un tiers du temps parce qu'elle exerce un droit de retrait contre les pauvres. Eh ben, ils font bien de pas le dire, les médias et tout cela, parce que c'est une véritable bombe quand les gens vont se rendre compte qu'on les a privés de tout, mais qui n'ont droit à rien. Crois-moi, ça va monter à l'assaut des préfectures, façon gilet jaune, mais sans le sens de l'humour. Enfin, quoique récemment, il l'avait un peu perdu. Si j'étais le gouvernement, me dit Gustave, j'arroserais là, tout de suite, dès maintenant, systématiquement, tous les foyers modestes à raison de 1 000 € par mois pendant 6 mois, voire davantage, et je dirais à la fille du guichet là de la fermer quand elle te dit il manque un extrait de naissance certifié conforme par la mairie de votre résidence, parce que sans ça tu vas voir comment ça va tourner. Et là il s'est brutalement interrompu et il m'a dit, tu te souviens il y a 20 ans de l'ouragan Katrina en Louisiane? Eh ben j'y étais, figure-toi. J'avais décidé de faire un pèlerinage là-bas parce que j'avais aimé les romans de Maurice Denuzière, et qu'en plus, j'avais surtout une copine qui avait des cousins cajuns.
Et ça s'est très bien passé, sauf à la fin où nous avons séjourné un mois de plus que prévu. Et bien, figure-toi que l'ouragan Katrina, pendant un mois, a révélé l'existence d'une population américaine ultra pauvre qui est sortie de nulle part et que personne ne connaissait. Des gens qui habitaient dans les bayous, qui vivaient dispersés partout dans la végétation, le long de la côte, et l'inondation a fait remonter des gens tellement ignorés du système à cette époque que certains enfants de 12 ans n'avaient même pas d'état civil, faute d'avoir été déclarés à la naissance. Avec la crise économique qui s'annonce en France, me dit-il, c'est à peu près pareil, sauf que pour les mineurs non déclarés, chez nous, on aurait tendance à déclarer des mineurs de 26 ans venus du Bénin, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu vas voir la faune des réfugiés économiques du confinement qui va arriver, on la voit pas d'habitude, mais elle va débouler carrément dans notre vie sociale. Les beaux messieurs de Paris feraient mieux d'imprimer là, tout de suite, dès maintenant, les bons d'alimentation, parce que ces gens ne rempliront pas de papier, il faut pas rêver, et ils viendront directement se servir chez nous, chez toi. Ils vont déborder le système parce qu'ils ne peuvent prétendre à rien d'autre que la charité et qu'elle devient extrêmement urgente. Moi, me dit-il, ça me tue cette confiance des macroniens, je veux dire cette confiance dans leur propre aveuglement. Ils croient que ça va durer comme avant, alors qu'ils ont affamé d'un coup 5 à 10 millions de gens depuis un mois en décrétant « on reste chez soi ». Et moi, ça me fait rire quand même, me dit-il, de voir tous ces nantis là qui reçoivent en ce moment 80% de leur salaire, souvent assez gros, et puis ces chanteurs qui sont blindés depuis 30 ans, qui te font une campagne « on reste chez soi » en direct de leur manoir de Seine-et-Marne, mais il n'y en a pas un d'entre eux qui dépend de son potager pour vivre, c'est bien clair. Eh ben nous, on en connaît, ça aussi c'est clair, on en voit ici des gens comme ça. Nous, on a de la chance, les gendarmes se font discrets, d'ailleurs ils ont intérêt. Mais il y a des villages où, quand tu dois aller travailler, me dit-il, au jardin, à 300 mètres de chez toi, t'as les flics sur le dos qui te réclament un papier par lequel tu t'autorises toi-même à passer le motoculteur. Et d'ailleurs, ils te disent « Ah non, on peut pas cultiver de courgettes ou de patates en ce moment si on n'a pas un jardin autour de sa propre maison. Ça rompt le confinement. » Alors, me dit toujours Gustave, quand tu fais le compte, on peut pas acheter les plants alors qu'on est en avril, sauf sur Internet, mais ces gens n'ont pas Internet. On peut pas planter, les pépinières sont fermées. On peut pas aller autre part qu'à l'épicier du village pour se procurer des légumes alors qu'il est hors de prix. Et tout ça pour lutter, soi-disant, de campagnols contre la contagion dans les barres d'immeubles au fin fond de la Seine-Saint-Denis. Barres d'immeubles au pied desquels, je te le rappelle, le président fait des selfies au milieu d'un attroupement en ignorant les règles qu'il t'impose, comme pour dire « mais t'es tellement docile et crédule, mon pauvre ami, que je fais ce que je veux de l'opinion. La preuve, j'ai des bons sondages en ce moment. Et tu sais comment je les ai, ces bons sondages? Eh bien, les instituts n'interrogent par Internet et par téléphone que les gens qui acceptent d'être interrogés. Et déjà, ce sont ceux qui ont Internet et qui ne sont pas sur les listes rouges du téléphone. Donc c'est jamais des rouspéteurs, c'est déjà des collabos au départ. Alors tu t'étonnes que je passe largement la barre des 50% de favorables? Eh bien moi, me dit Gustave, je me promène les après-midi, tous les après-midi en ce moment, jusqu'au lac, 8 km, et je ne rencontre personne évidemment dans la campagne. Et ben le soir, quand je raconte ça sur les forums d'Internet, t'as toujours 2 ou 3 mecs, genre « m'as-tu vu l'aréniste ?» genre celles et ceux qui me disent que je mets en danger la vie d'autrui. Le pire, c'est que de plus en plus, c'est des mecs payés par le gouvernement. Tu vois, création de compte janvier 2020, abonnés 24. Donc ils envoient leurs soldats, tous ces gens de l'AREM, sur Internet pour faire de la propagande et pour couvrir ta voix. Et si ça marche pas, tu vas voir qu'ils t'interdiront de dire ce que tu en penses. Même toi, me dit-il, je te le signale, hein, ils peuvent te fermer le clapet quand ils veulent. Je sais bien, et je dis, et d'ailleurs je vous en prends à témoin, il a probablement raison. Là, il a replié le journal et il a continué. Tu sais, en Italie, pour les nouveaux pauvres, là, je rappelle que Gustave est d'origine génoise. C'est pareil, sauf qu'en Italie, en ce moment, il y a déjà des tickets de rationnement de nourriture, en tout cas, et ils mettent déjà des conserves et des habits pour les familles dans des paniers où les gens n'ont qu'à se servir quand les parents ne peuvent pas travailler. Et c'est quand même mieux que d'avoir
à remplir un dossier sur Internet, sur un site saturé et mal programmé. Mais ça, c'est l'option que la France a choisie, parce que la France n'a jamais admis, depuis 20 ans, qu'il y ait tout un versant du pays qui, en fait, vit dans la misère, qui n'a pas Internet, ou qui n'en veut pas. Ça fait désordre, tu comprends, me dit-il. C'est contraire à l'idée que veut donner la France, et elle la donne très bien, cette idée. En Italie, la France a l'image d'un pays qui se la pète. Tout simplement, un pays de péteux, donc. Tu n'as qu'à voir ce que disaient les journalistes français à propos du système de santé italien, là, récemment, pendant l'épidémie, pendant le début de l'épidémie. C'était du genre, nous, en France, on est des gens responsables, chez nous, il n'y a pas de sous-prolétariat, et nos hôpitaux sont les meilleurs du monde, etc. Eh ben, me dit Gustave, on a vu ni masque, ni respirateur, ni vêtements, des gens partout dans les couloirs, des vols de matériel, des infections par le personnel des avions, faute de contrôle. Bravo sur toute la ligne. En tout cas, les Italiens, eux, ont vu ce que ça donnait, la solidarité européenne. Bruxelles n'a rien fait pour eux. La France a traité l'Italie comme un pays du tiers-monde. Bonne ambiance européenne, compliment. Alors tu vas voir, l'Italie est tellement sous-développée qu'elle va dire, et vexée, qu'elle va dire aux banques françaises qu'elles peuvent s'asseoir sur leurs dettes. Et là, je te raconte pas, me dit-il, le sort de l'euro. Si, je lui dis, raconte-moi au contraire, quel est le sort de l'euro? Caput. L'Italie a compris que c'était un système qui ne tenait aucun compte de ce qu'elle avait de meilleur, de plus efficace. D'abord parce qu'elle est une famille, 50 fois plus unie que la famille France. Ensuite, en Italie, t'as jamais besoin d'une autorisation pour réfléchir. Les ouvriers ont tous des idées pour améliorer quelque chose dans leur atelier et le patron les écoute. Les Italiens, en plus, sont tellement malins qu'ils s'en tireront toujours. D'ailleurs, il y en a partout, depuis le XIVe siècle, dans le monde entier. On a fait ça en Asie, en Afrique, en Russie. En fait, c'est l'Europe économique qui les rend infirmes. Je lui réponds, elle leur a quand même donné pas mal d'argent. Oui, pour qu'ils deviennent infirmes, me répond-il. L'argent européen a arrosé la Sicile et la Sardaigne, ce qui revient à arroser le Sahara, mais il a coûté une fortune à la Lombardie. Entre deux sujets de ce genre, Gustave, généralement, passe un moment silencieux à tourner les pages du journal, et là, on entend le bruit de la rivière, le chien du voisin qui hurle, et les tracteurs qui remontent la côte en rugissant après l'église. J'en ai profité pour lui dire, dis donc Gustave, il y a certains grincheux à qui je raconte toutes les semaines ce que tu me dis là, et qui soulignent qu'il n'y a pas de plan. Et Gustave me répond, mais dis donc, quand tu viens écouter aux portes, tu vas pas entrer chez les gens pour leur dire de parler plus fort. Si ça leur convient pas, ils n'ont qu'à trouver une autre porte, ça manque pas sur Internet. Et là, il a levé les yeux de son midi libre et il m'a dit, tiens, dans le genre couillonnade des messieurs de Paris là, et ils t'écrivent que le contrôle technique des motos, scooters, deux roues, etc. pourrait entrer en vigueur en 2022. Alors là, il s'adresse à eux à la cantonade. Vu ce qui nous attend, les mecs, vous êtes tombés sur la tête. Le nombre des deux roues va littéralement exploser à cause de la crise économique, comme dans tous les pays en faillite. Et le souci principal sera de se déplacer d'un point à un autre avec une caisse à outils derrière. Et croyez-moi, contrôler l'état des pneus dans ces conditions va passer largement au second plan. L'État n'a toujours pas compris qu'il vient de se faire harponner comme un poisson carnivore par la crise économique. Et là, ça fait quand même pitié. T'as l'impression qu'il cherche encore sa nourriture, qu'il veut continuer à dévorer des proies administratives, alors qu'il est moribond. Il ferait mieux de panser ses blessures, parce qu'il n'a plus les moyens de ses exigences. Alors il faut qu'il en change tout de suite, sans ça il va mourir. Là-dessus, j'ai rebondi un peu en lui disant, c'est comme le confinement, là j'ai un peu l'impression qu'il contrôle de moins en moins ce qui se passe, mais qu'il essaye de plus en plus, maladroitement d'ailleurs, de se raidir. T'as vu cette histoire de déclaration par téléphone ? Ah oui, me dit-il, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais j'ai lu des choses sur Internet. Il paraît qu'il y a une application et que quand tu as répondu aux questions, l'application te donne un code barre qui veut dire qui tu es, quelle heure il est, où tu vas et pourquoi et tu y vas, etc. Il me demande, c'est bien ça? J'ai dit oui, c'est bien ça. Eh ben, dit Gustave, c'est bien ce que je pensais. J'ai assisté à des empoignades sur Internet. Il y avait des bénis oui qui disaient, la belle affaire. Les flics savent que je vais promener mon chien et que je suis parti à 9h. Sauf que si tu le repromènes à 11h, ils vont te coller 135 € parce que ils n'ont qu'à interroger leur appareil qui va se souvenir que tu l'as déjà fait. Mais non, je lui ai dit, en plaisantant, j'ai vu une femme galonnée du ministère de l'Intérieur qui disait qu'il n'y avait aucun enregistrement. T'as raison.
Me répond Gustave, on est vraiment fou de penser à mal, ça prouve qu'on a un mauvais fond, tu vois. Le gouvernement nous a habitués à tellement de transparence et d'honnêteté que c'est vraiment très très vilain de notre part de penser qu'il a quelque chose à nous cacher et qu'il note les noms pour nous dire « vous êtes déjà sortis ce matin », etc. Je te donne un exemple, me dit Gustave, quand un sale gosse de ta famille en vacances chez toi te casse un outil et que tu l'as vu faire, et qui dit c'est pas moi, tu essaies de le raisonner en disant écoute, je m'en fiche de cet outil, moi ce qui me gêne c'est le mensonge. Quel intérêt as-tu à me mentir là-dessus? Et le gosse avec un petit air insolent te dit justement j'ai aucun intérêt, c'est pour ça que je te dis que c'est pas moi. Alors que tu le sais, tu l'as vu, c'est lui. Mais il te ment quand même. Eh ben, le Premier ministre et Macron et Véran, surtout Véran, font pareil. Tu les as vus faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, mais ils te répondent « Quel intérêt avais-je à vous mentir? Si j'avais eu conscience de me tromper, je vous l'aurais dit, etc. » Eh ben non, justement, ils ont tellement d'orgueil égoïste qu'ils font semblant de n'avoir jamais vraiment décidé leurs erreurs. Ils disent « j'ai jamais dit ça », etc. Ils déploient une énergie considérable pour essayer de garder la face. Donc finalement, tout leur système de gouvernement là n'est pas « que dois-je faire ?» mais que dois-je faire pour ne pas avoir l'air de m'être planté? Et j'ai pas besoin de te dire, me dit Gustave, qu'une telle réaction ne peut qu'avoir été inspirée par un président dont c'est la nature profonde, étourderie, immaturité, déni de réalité. Par exemple, dans la première version papier là, de l'auto-autorisation, il n'y avait même pas l'heure de sortie, il n'y avait pas pensé. Ce qui fait que tu pouvais rester dehors toute la journée. Bon. Pour en revenir au confinement, me dit-il, le bouquet, c'était vraiment il y a 3 jours, après une semaine environ, où tous les médias te disaient « Oh, mais c'est l'enfer à New York, les gens sont à acheter des armes, vous vous rendez compte ?» Sous-entendu, vous voyez, cette société égoïste qui n'a rien prévu, qui a négligé le problème, à présent pour eux c'est le chaos. Vous voyez ce qu'on vous a épargné en France, etc. Bref, après une semaine de bourrage de crâne à plein temps sur ce thème, dans les télévisions à leur dévotion, eh ben, tu vois des reportages sur des familles entières à Central Park, à New York, et on te dit, non, en fait, ici, rien n'est obligatoire. Non, il n'y a pas d'amende, on demande simplement aux gens de faire attention. Et là, en voyant ça, tu as nettement l'impression que ton propre gouvernement se fout de ta gueule, avec ces histoires de confinement qui va se durcir, etc. Tu as l'impression que si on écoute tous ces couillons diplômés, là, nous sortirons de l'épidémie pour mourir de faim juste après. On va caquer en quelque sorte, mais guéri. Et là, mon Gustave laisse retentir un peu trop longtemps son téléphone, d'ailleurs pour l'interrompre, pour finalement ne même pas répondre, après avoir consulté le numéro. Il me dit, j'ai fait une recherche. C'est le 01 86 65 64 67. C'est qui? C'est Free. La maison de Xavier Niel, gendre de Bernard Arnault, la 4e fortune de France, et accessoirement copain du président de la République, qui en pleine crise te dérange comme ça 50 fois par jour jusqu'au milieu de ton potager confiné pour te vendre un nouveau forfait Free. Sympa, non? Et là, il me demande, en s'interrompant de nouveau, qu'est-ce que tu fabriques là depuis tout à l'heure? Alors je lui dis, je suis en train de fabriquer un épouvantail. J'étais en train d'installer un tortillon d'aluminium pendu par une ficelle au sommet d'un piquet au-dessus de la mare. Je lui dis, c'est pour les hérons. On m'a raconté qu'en cette saison, les hérons venaient gober les grenouilles et les poissons rouges. Et là, il m'a dit, ah oui, il paraît qu'il faut surtout se méfier quand ils viennent à 2. Ah bon? Je lui dis, sans me méfier. Puisqu'on est dans les mises en garde, me répond-il, à partir de 2 hérons, on risque de voir surgir un petit patapon, et c'est là qu'il faut faire gaffe. À la semaine prochaine, merci.